Je crois qu'on est vraiment tellement heureux, je disais tout à l'heure, de recevoir Costa Gavras, qui est quand même le plus, je ne sais pas comment dire, le plus honnête homme du cinéma. Vous savez comment on disait au 19e siècle, c'est-à-dire le plus cultivé, le plus juste, le plus... bon. Et puis moi, c'est vrai que j'ai de tels, évidemment, souvenirs. La première fois que j'ai vu Z, je suis sorti hystérique et je voulais créer des brigades internationales pour aller en Grèce. Et quelques temps plus tard, quand j'ai vu l'aveu, j'ai regardé le film une seconde fois. À ce moment-là, on pouvait rester dans le cinéma, dans la salle, on ne vous chassait pas. Et donc, je suis resté 2 fois. J'étais avec mon ami Gérard Mélin, ça nous avait absolument bouleversé, fait réfléchir à des choses auxquelles nous croyons beaucoup et aux erreurs qui se passaient dans ces pays-là. En fait, si vous voulez, chaque fois que j'ai vu un film de Costa Gavras, il m'a foutu en l'air, quoi. Hein, d'une manière ou d'une autre. Au sens strict du terme, il m'a ému. C'est-à-dire que ému, ça veut dire mettre en mouvement. Il m'a mis en mouvement, quoi, toujours. Il m'a agité, il m'a mis en mouvement, il m'a ému. Et c'est pour ça que je voulais dire que je préfère pas dire que c'est... Mais ça, dans le débat, ils vont l'aborder beaucoup plus que ce que je dis là. Même pas, pour moi, c'est pas un cinéaste politique. C'est un grand cinéaste tout court. Voilà, c'est-à-dire qu'il a réussi à parler de choses extrêmement importantes, mais toujours avec de la narration, avec de l'émotion, avec du spectacle. Je l'entendais encore en parler l'autre jour. Donc avec du cinéma, quoi. Voilà, c'est un cinéaste. Et effectivement, moi, petit, quand j'étais gamin, il m'a fait découvrir que le cinéma, c'était pas forcément Tarzan, des extraterrestres, c'était pas forcément des dentistes qui couchaient avec des avocates près du parc Monceau, voilà. Mais que ça pouvait être aussi, on pouvait raconter des histoires, c'est vrai, de résistants de la FTP-MOI, qui avait effectivement été exemplaire toute sa vie, qui rentrait dans son pays. Dans ce pays, il se passait de telles choses belles et de telles choses pas belles qu'à la fin, quand même, il frôlait la peine de mort. Il a failli mourir, London. Donc, c'est lui que je nomme, je reviens à l'aveu. Mais par exemple, dans ce film, peut-être que la scène la plus bouleversante, c'est la scène où Simone Signoret croit que son mari a trahi. Et ça, c'était... je veux dire, j'ai mis 10 ans à m'en remettre, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. Donc, bien sûr, moi, recevoir Costa aujourd'hui, en plus, il a eu la gentillesse de me recevoir dans sa cinémathèque. Hein. Enfin, il est président de la Cinémathèque de Paris, comme je le savais. Il avait, depuis longtemps, d'ailleurs, il avait déjà été, tu avais déjà été à Chaillot, quand elle était à Chaillot, et tu l'as à nouveau maintenant. Et donc, il avait eu, c'était déjà pour moi immense d'être accueilli par lui, et il m'avait organisé une rétrospective il y a quelques années, 4, 5 ans, 2013 je crois, et donc je puisse lui rendre l'appareil me semblait la moindre des choses. Donc vive Costa Gavras, j'attends son prochain film avec impatience. Je sais d'ailleurs de quoi ça parle un petit peu, et je crois que ça va encore me troubler. Voilà. Et je vous laisse donc le débattre. Hein. Voilà. Merci Costa, en tout cas. Et je voulais dire un petit... Un mot quand même aussi, puisque un mot quand même pour Michel, son épouse, qui est là dans la salle et qui effectivement fait tous les films avec lui depuis toujours. Il y a aussi donc une histoire très forte que je voudrais souligner, et je crois qu'effectivement elle t'a beaucoup aidé. Hein, voilà. Tu conviendras. Voilà. Merci. Elle présente une intégrale, ce qui est exceptionnel. Voilà. Alors on présente quelques mots, on présente aussi une intégrale, c'est-à-dire c'est exceptionnel, sauf un court-métrage, je crois. Mais enfin, sinon, il y a tous les longs-métrages, en tout cas. Et puis, il y a aussi le CNC dans la salle. Alors, je voulais dire, parce qu'il me l'a dit juste avant que j'entre, il m'a dit surtout, n'oublie pas de remercier le CNC pour la restauration. Mais c'est vrai qu'il faut remercier le Centre national du cinéma et M. Cormier, qui doit être par là. Et donc, je remercie le CNC de la restauration. C'est comme ça qu'on peut voir d'excellente qualité tous les films de Costa. Voilà. Bonne soirée. Merci Robert, merci Costa d'être avec nous ce soir, et je me permets aussi de remercier Michel, votre épouse, puisque aussi cette rétrospective, on l'a fait en partenariat avec KG, donc c'est aussi grâce à Michel, et qui fait tout ce travail, qui mène tout ce travail de restauration avec le soutien du CNC, et qui fait qu'on peut montrer l'intégralité de vos films aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Voilà.
Là-dessus, alors on va essayer de parler de cinéma. Je dis on va essayer de parler peut-être que de cinéma, puisqu'il y a aussi une rencontre demain à la librairie Ombre Blanche. Et donc avec Christian Thorel, on s'est dit on va, parce que forcément on va tourner autour de vos mémoires, puisque c'est une actualité très importante. Le livre est sorti hier, ou il y a 2 jours, hier, non c'était hier. Donc va où il est impossible d'aller, et on va essayer d'aller vers cet impossible, de vous suivre en tout cas sur cet impossible. Et donc peut-être d'essayer de parler, de rester toujours dans les pas du cinéma, même si effectivement dans vos mémoires il y a aussi l'homme, et à la fois je sais que ça va être impossible, parce qu'on ne peut pas parler de cinéma sans parler de l'homme, comme on ne peut pas parler de l'homme sans parler de cinéma. Donc bon voilà, on va essayer, je vous invite du coup à venir aussi à Ombre Blanche demain, peut-être qu'il y aura d'autres choses, on abordera d'autres points. Le premier, parce qu'à la lecture de vos mémoires, c'est d'abord un étonnement, puisque vous êtes arrivé en France à la fin des années 50. Vous avez suivi 55. Vous avez suivi du coup l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS, donc l'école de cinéma. Et puis ensuite, donc là on est début années 60, et là vous avez un premier parcours d'assistant réalisation, metteur en scène. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'à ce moment-là, c'est la nouvelle vague. Et la nouvelle vague, en gros, l'idée, c'était on prend une caméra et on va faire des films, on ne suit pas d'école. Et vous êtes la même génération, et en fait, vous avez suivi un autre parcours. Donc ça m'a étonné, et je voulais commencer par vous poser cette question-là. Comment comment ce parcours s'est dessiné, et quel choix y avait-il, s'il y avait un choix de votre part, ou quelle volonté? Et ça, je suis sûr qu'il y en avait une. D'abord, bonsoir. Eh bien, c'est très simple. La nouvelle vague, c'est un groupe, c'est un mouvement extraordinaire pour le cinéma à l'époque, parce que ça a beaucoup changé, mais ça appartient typiquement à la culture française. Tous les hommes de la nouvelle vague, que ce soit surtout les metteurs en scène, c'est la culture française. Moi, je venais de notre culture. Je ne pouvais pas faire des films comme Louis Malle, comme Truffaut, ou Chabrol, ou les autres. C'était absolument impossible. Donc, j'étais assistant, et que j'avais appris le cinéma ici complètement. Et aussi, ce qui était intéressant, j'ai découvert le cinéma à la Cinémathèque française, où on voyait toutes sortes de films, notamment beaucoup de films américains aussi. Mais j'avais une vision du cinéma tout à fait différente, parce qu'il y a une culture différente. Les films de la nouvelle vague, c'est vrai qu'ils sortent, c'est des films très personnels, qui racontent des histoires très personnelles, très intimes. Et moi, j'étais immigré, mon intimité n'avait rien à voir avec celle-là. Voilà. Et mon premier film, c'est un film policier, c'est un polar. Je l'ai fait, si vous voulez, on peut en parler un tout petit peu, je l'ai fait tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, je suis arrivé. En sortant de l'école du cinéma, je fais un peu la Sorbonne d'abord, je fais lettres, et puis l'école du cinéma. Mon idée du cinéma que j'ai découvert à la Cinémathèque et un peu à l'école, c'est de faire un cinéma qui parle un peu plus largement de la société, de notre monde. C'était ma tradition culturelle grecque, si vous voulez. Il venait, c'est peut-être un tout petit peu trop de dire ça, mais ça venait de la tragédie grecque. Voilà, c'est ça. J'étais un peu plus nourri, même si, pas cela. Même si j'ai découvert la tragédie grecque, je peux vous dire ça plus tard, à Paris, essentiellement. Voilà. Mais enfin, c'était dans ma tragédie quand même. C'est lié justement, c'est lié à l'IDEC aussi, non, votre découverte oui, de la tragédie. Pour entrer à l'IDEC, il y avait un concours très difficile. Le directeur de l'IDEC m'a dit, vous ne pouvez pas passer le concours, c'est pour les Français qui ont fait beaucoup d'études, etc. Il m'a dit, faites-nous une étude, une sorte une petite étude sur la tragédie grecque. Explique. Je me suis aperçu qu'on n'avait jamais appris ça à l'école à Grèce. Donc il a fallu que j'apprenne ça, que je lise les tragédies grecques en français, avec mon français qui n'était pas encore très bon, et que je fais naturellement ce travail. Et encore aujourd'hui, je mélange. Mais il me faut un petit moment
pour savoir ce qu'a fait l'un, ce qu'a fait l'autre, ce qu'a fait Achille, ce qu'a fait... Voilà, c'est ça. Et puis après, je les ai beaucoup vus, naturellement. Donc, ma tradition, c'était ça. Si ce n'est une tradition, comment dire, de l'Aden, je dirais presque, oui. Parce que nous, on vit, même si on ne les voyait pas, si on ne les a pas étudiés en Grèce, les tragédies, on vit quand même dans l'environnement tragique où était fait. Donc, il y a comme une communication. On ferme la parenthèse, vous pouvez venir. Et je vous rappelle que si vous n'hésitez pas à poser des questions, demandez le micro pour poser des questions, bien sûr. Du coup, comme vous parlez de la tragédie, comme vous abordez, pardon, vous voulez dire quelque chose ? Ce qui s'est passé avec mon premier film, c'est que c'était en 65, donc c'était un peu le début du déclin, d'une certaine manière, de la nouvelle vague. Ouais, il y avait eu beaucoup de films, des très beaux films, et puis les producteurs se sont beaucoup lancés, et on faisait un peu n'importe quoi. Et il y a eu quelques catastrophes, sous prétexte que c'était des films de la nouvelle vague. Bon. Il y a dû y avoir une centaine de films, je pense, en 10 ans, dits de la nouvelle vague. Et on peut dire que à peu près la moitié, moins de la moitié, c'est des grands films. Il y en a beaucoup qui ont passé comme ça, ils n'ont pas existé. Donc, le fait que je proposais un polar, ça a été presque immédiatement financé, d'autant plus qu'il y avait comme acteurs, ils ont accepté de faire le jouet, c'était Simone Signoret, Yves Montand, Piccoli et quelques autres. Voilà. Et justement, c'était parce que si j'ai bien lu, l'idée c'était pas de vous avez écrit une adaptation du roman de Japrisot, mais vous n'aviez pas forcément dans l'idée de le réaliser vous-même au départ. Et finalement, c'est plutôt c'est Simone Signoret qui vous a poussé. Absolument. J'étais assistant, j'ai travaillé comme assistant, j'ai travaillé avec René Clément, on avait fait un film. D'ailleurs, on a fait un film ici avec René Clément qui s'appelait Jeu et l'heure. On l'a tourné ici en 62, je crois, 61, 62. Et Clément faisait un autre film et il m'a dit d'attendre pour faire comme assistant son deuxième film. Et entre-temps, je suis tombé sur ce livre qui s'appelait Compartiment tueur. Compartiment tueur, pour les anciens, ils doivent se souvenir que dans les trains, il y avait les compartiments fumeurs. Et comme beaucoup d'assassinats de ce polar se passaient dans un train, il appelait compartiment tueur. Voilà. Des fumeurs. Et je suis tombé sur ce livre et je me suis dit, tiens, je vais l'adapter comme un exercice. Je connaissais je n'avais pas les droits évidemment, et je ne connaissais même pas l'auteur. Et comme un exercice, je l'ai fait. J'écris à la main. Je l'ai donné à une secrétaire au studio et quelques jours après, je reçois à l'époque, il y avait des télégrammes, il n'y avait plus pas les SMS, etc. Télégramme de Rome, de ce producteur, du directeur du studio français, qui me dit, histoire très intéressante, il faut que je vous voie au retour pour parler éventuellement, pour voir comment on fait les films. Je suis tombé des nues, j'étais voir la secrétaire, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Il me dit, j'ai beaucoup aimé votre scénario, je l'ai donné à Julien. Julien Desrosiers, c'était le nom de producteur. Et c'est parti comme ça. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez comme acteur? Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas les droits. Il m'a dit, vous êtes fou, vous faites un scénario sans avoir les droits? Je dis oui. Alors il téléphone tout de suite chez Gallimard, et le responsable des ventes des droits, et lui dit, compartiment, il y a quelqu'un qui a les droits. Il dit non, pas Verneuil s'est intéressé, mais il a abandonné. Et il lui dit, je le bloque pour quelques jours. Voilà, c'est parti comme ça. Alors je lui ai dit, voilà, je fais une liste d'acteurs. L'avantage qu'on avait comme assistant à l'époque, nous faisions ce qu'on appelle aujourd'hui les castings. On appelait la distribution des rôles. Et on connaissait très bien les acteurs. Je connaissais beaucoup d'acteurs. Alors je dis, comme ça, pour ne pas être un idiot, je lui dis, voilà, Jacques Perrin serait très bien pour faire le rôle du jeune. Et puis, je savais que la fille de Simone Signoret, Catherine, avait envie aussi d'être actrice. Je lui dis, voilà, Catherine, etc. Je lui ai aligné des noms comme ça. Et il était très content. Il m'a dit, je vais appeler Simone pour la convaincre. Je dis, laissez sa fille. Je dis, écoutez, donc je connais bien Simone parce que j'avais travaillé avec elle, le film de Clément précisément, qu'on a fait ici à Toulouse. Et je lui dis, je vais lui en parler. Je voulais quand même me décharger de cette histoire, ça venait trop vite, ça allait trop vite. C'était l'avalanche. Alors je vois Simone, je dis, écoutez, il y a ça, Simone, ils veulent Catherine. Il me dit, non, Catherine, elle a lu le scénario. Catherine, il faut qu'elle ait son bac. Mais il me dit, mais si tu veux, moi, je peux faire la vieille actrice. Il y avait le rôle d'une actrice qu'il appelait la vieille actrice. C'était pas tellement vieille, mais enfin, bon. Je suis tombé des nues. Ça se passait à la Colombe d'Or. Et après, mon temps passe. Il me dit, dis donc, il paraît que tu as fait un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi. Voilà. C'est parti comme ça. Alors, vous avez
Vous auriez jamais imaginé Mais leur proposer... J'ai jamais imaginé, en plus, que je pouvais être metteur en scène. Parce qu'à l'époque, on a parlé de la nouvelle vague, tous les fils, tous les enfants, les metteurs en scène de la nouvelle vague, c'était les enfants d'une certaine classe de la grande bourgeoisie. Par exemple, prenaient les uns après les autres, tous, pratiquement. Enfin, peut-être pas Truffaut autant, mais enfin, déjà, il avait, oui, bon. Voilà, donc c'était une classe qui faisait du cinéma. Et après, il y avait les grands maîtres, certains avec lesquels j'avais travaillé. On ne pouvait pas imaginer que je pouvais être soit la nouvelle vague, soit des grands maîtres. C'était impensable. Donc, le film, évidemment, on rêve toujours, quand on a fait l'école du cinéma, on est assistant, qu'on travaille avec des metteurs en scène, on rêve toujours un jour. Mais ça, c'était la grande surprise. Après, c'est devenu aussi un peu une affaire de famille. À partir du moment où Simone Signoret et Montand ont accepté de faire le film, il y a des gens qui me disaient, tu fais des acteurs que je connaissais, tu fais un film avec Simone Signoret, il n'y a rien pour moi. De sorte que Piccoli, Trintignant, enfin, tout le monde. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus de rôles. Alors, il y a Daniel Gélin. Vous vous souvenez de Daniel Gélin? Il m'a dit, dis-toi, tu fais un film sans moi, comment tu fais ça? Il a fait de la figuration. Françoise Arnould fait de la figuration avec plein d'autres acteurs dans le film. Enfin, c'était ça. Ouais. Mais moi, c'était sympathique, mais en même temps, c'était tragique. Parce que je me disais, si je le rate, je vais passer pour un imbécile total. Parce que, voilà. Mais finalement, heureusement, ça s'est passé bien. Il n'y avait qu'un problème, c'est que Montand, il a hésité entre deux rôles. Il y a un plus petit, un grand, le rôle principal, mais c'était un inspecteur des polices. Et à l'époque, vous savez, la police n'avait pas de bonne image, surtout chez les gens de gauche, comme Montand. Il m'a dit, je vais faire un policier, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, pourquoi tu ne le fais pas avec l'accent du Midi? Montand, il avait l'accent de Marseille, très fort, mais il le cachait beaucoup, hein, il s'est protégé. Il m'a dit, non, je ne vais pas faire Fernandel ou le Rému, etc. Non, etc. Je lui ai dit, mais on peut le commencer, et puis, si ça ne va pas, eh ben, on le double après. Et Simone, qui écoutait ça, il lui dit, il a raison, faites-le comme ça. Et c'est vrai qu'on a commencé comme ça, et à la fin, premier jour du tournage, c'est une scène où il rencontre Simone, d'ailleurs, il parle avec un faux accent comme ça. À la fin de la journée, il m'a dit, on continue comme ça. Et on a fait des films comme ça jusqu'au bout. Il a trouvé un masque, il a le Montand, chanteur, etc., il n'était plus, c'était un Marseillais. C'est devenu un Marseillais, policier marseillais. Il est très très bien, son personnage, son rôle, comment il l'incarne, c'est parfait. Et du coup, j'en viens à une question, parce que Robert l'a abordé, et je pense que, comme je vois que le temps on peut passer très vite, c'est cette question du politique, parce qu'on ne peut pas parler de Costa Gavras sans parler du politique, c'est-à-dire du cinéma politique. Robert en parlait quand il était jeune, que ça l'a troublé, mais je veux dire, moi pareil, qui suis plus jeune que lui, j'ai vu au film quand j'avais 15 ans et ça m'a complètement bouleversé, et ça m'a ouvert à une conscience politique, j'ai envie de dire. Et du coup, j'aimerais vous poser la question, comment vous définiriez votre cinéma, peut-être, politiquement, et plus largement, le cinéma politique. Je vous dis ça parce qu'en même temps, on a une programmation aussi sur le cinéma militant à partir de 68, vous avez vu. Et du coup, c'est aussi un positionnement politique qui est différent. C'est des choses différentes. Qui est différent du vôtre. Oui. Et j'aimerais justement profiter. Non, pas mon film. Je veux dire, il y a le cinéma politique et ce que vous appelez l'autre cinéma. C'est ça. À mon avis, tous les films sont politiques. Et on peut les analyser tous politiquement. Roland Barthes disait, il y a de la politique dans tous les films, où on peut les analyser politiquement. Et c'est vrai. Oui. Voilà, c'est mon sentiment. Alors, moi, j'avais une jeunesse grecque. J'ai vécu des drames épouvantables, l'occupation, la guerre civile, et le lendemain de la guerre civile, qui était la tragédie totale, où donc j'étais complètement nourri par tout cela, d'une certaine manière. C'est ça qui m'intéressait le plus. D'ailleurs, le deuxième film que j'ai fait, qui m'avait beaucoup intéressé, c'était sur la résistance, parce que j'ai découvert la résistance française, je connaissais la résistance grecque, où mon père m'a un peu pris part, et que j'avais connu beaucoup de gens qui avaient fait la résistance, donc c'était résister quelque chose contre l'ennemi, quelque chose de négatif pour résister. Voilà, c'est un peu mon sentiment, d'une manière générale. Et évidemment, après, il est venu Z. Z, c'est quoi? C'était un assassinat
d'un député de gauche grec. Et quelqu'un a écrit le livre. Et qu'est-ce qu'il arrive? Je vais voir mes parents en Grèce, et mon frère, avant de partir, il me dit, lis ça, c'est intéressant, c'est un ami à moi, on était ensemble à l'armée, lis-le, c'est un livre intéressant. Je le lis, je commence à le lire dans l'avion, ça m'intéresse beaucoup. Et puis j'arrive à Paris le samedi, dimanche matin, Georges Samprun m'appelle, il me dit, tu as vu ce qui s'est passé en Grèce? J'ai dit quoi? Très tôt le matin, il m'a appelé, il m'a dit, les colonels ont pris les pouvoirs. C'est-à-dire que c'était lié complètement. Alors tout le monde a commencé à protester, à faire des manifestations, etc. Les Grecs aussi de France. Et moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Peut-être là, il y a un film. Je leur ai lu et j'ai appelé Saint-Proun. Je lui ai dit, voilà, il y a une possibilité d'un film. Est-ce que tu connais cette histoire? Il la connaissait vaguement, mais assez bien pour répondre. Il me dit, oui, si tu veux faire le film, on peut le faire ensemble. C'est parti comme ça. C'est-à-dire que c'était un acte politique. Oui, c'est ça. C'était un acte politique. Pas seulement un acte politique de ma part, c'était aussi un acte politique des acteurs. Parce que tous les acteurs qui sont dans le film, vous allez les voir, et il y en a des célèbres. Ils ont accepté de participer, même pour faire des petits rôles, parce que c'était un acte politique. Voilà. Je pense que c'est ça qui a jailli chez les spectateurs, et c'est comme ça qu'ils l'ont reçu. Mais c'était un acte politique aussi, peut-être si vous voulez bien peut-être en parler, jusque dans la fabrication, jusque dans la production. Enfin, il y a tout ce travail aussi d'implication qui est, quand on parle d'acte politique. Je veux dire, c'est pas juste de dire tiens, je vais faire un film pour dénoncer une situation. C'est-à-dire que même pour faire ce film, pour aller au bout de cet acte-là, il faut aussi affronter plein de difficultés. Trouver l'argent pour le faire, c'est toutes ces questions aussi. Ça, c'est la troisième partie, si vous voulez. Mais la première partie, pour moi, c'était naturellement un acte politique, mais en même temps, c'était un film. On faisait un film. Et il y avait toutes les possibilités de faire une sorte de polar. Et pour moi, un film... Alors, à l'époque, on disait... Un film politique, c'est Bory qui disait ça, qui écrivait dans l'Observateur. Un film, c'est ennuyeux, c'est insupportable, un film politique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des films qui essayaient qui étaient un peu militants, disons, qui faisaient des longs discours interminables qui n'intéressaient pas les publics. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que les publics voient ces films. Et ma vision du cinéma, elle est toujours qu'on fait quand même un spectacle. Qu'on vient au cinéma pour voir un spectacle, on ne vient pas écouter un discours politique, ni encore moins un discours académique. Voilà, c'est telle ou telle chose. Alors, il fallait, comme l'a dit Bergman quelque part, il a dit qu'il faut que les spectateurs soient intéressés. Bergman disait, je l'assois à son fauteuil, il faut qu'il voit mon film jusqu'au bout, qu'il réfléchisse éventuellement, mais qu'il ne lâche pas le film. Voilà, c'est ça ma vision du cinéma, si vous voulez. Et j'ai écrit ce film de cette manière-là, tout en gardant naturellement ce qui est essentiel dans le film, le thème du film. Le thème sans faire, en respectant aussi, puisqu'il était une vraie histoire, en respectant l'éthique des personnages, oui. Ne pas tricher avec les personnages, ni les dramatiser d'une manière qui soit attrayante, et les situations aussi. Ne pas faire des courses des voitures, comme on a fait mon premier film, etc., parce que c'était un polar. Donc c'est ça. Il y avait aussi cette rigueur-là qu'il fallait que ce film devait avoir par son contenu et par ce qu'il représentait. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, est-ce que, justement, pour rester sur cette question politique, ou peut-être pour juste dériver, parce que là, en revoyant les films, c'est pas tous, mais quand même la majorité, c'est pour généraliser, cette question politique, j'ai l'impression qu'elle se traduit aussi par une question qui peut être une sous-catégorie, mais qui est liée, qui est la question de la justice et de l'injustice. Et j'aimerais dire parce qu'elle est présente dans la plupart de vos films. Alors peut-être formellement, vous pourrez nous en dire plus, mais en tout cas déjà par des personnages ou par des décors. Je veux dire que, par exemple, Z, c'est un juge d'instruction. On va avoir des personnages d'avocats, que ce soit Music Box, Anaka. On va avoir des procès.
l'aveu, section spéciale, c'est quelque chose qui est très présent, même dans état de siège, en fait, où on a aussi cette question du procès ou de tribunal. Donc on va voir tribunal d'État, tribunal populaire, tribunal d'exception. Et c'est quelque chose que vous avez énormément filmé, tout en vous renouvelant à chaque fois. Je n'ai pas vraiment un choix comme cela, c'est qu'à partir du moment où on a des sujets de pouvoir, automatiquement, on arrive à quoi? Le pouvoir, c'est quoi? C'est la police, c'est la justice. Alors, un pouvoir, soit il respecte la liberté de la justice et de la police, ou il ne la respecte pas. Et nous avons, à commencer par Z, le fait que les pouvoirs manipulent et la justice et la police pour que la vérité ne puisse pas sortir, ouais, et que sa propre vérité sorte et qu'elle soit acceptée. Voilà. Alors ça, je pense que c'est un thème universel, malheureusement, et permanent. Oui, il est quand même très présent. Enfin, les procès, oui, les procès sont très présents dans vos films. Procès, mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans les films que j'ai faits, d'ailleurs, ce livre dont vous parlez, je l'ai fait beaucoup. Une des raisons essentielles, c'était que tout le monde me dit « Ah, tu fais des films politiques ». Oui. Mais alors, ils pensent même que je me réveille tous les matins en me disant « Ah, oui, maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme film politique ?» Ça ne se passe pas comme ça. Les films, c'est des passions. C'est des histoires qui vous touchent profondément et il y a les raisons pour lesquelles elles vous touchent, et on finit par faire le film si l'histoire le permet aussi. Voilà. Bon, après, il est venu l'aveu. Pourquoi l'aveu? Parce que d'abord, il y avait le livre de London, qui est un livre absolument extraordinaire, une vraie histoire de quelqu'un qui a subi les procès staliniens. Pourquoi les procès staliniens? Parce que ma génération a vécu le problème de choix politique. C'est-à-dire, il y avait le monde occidental, dans lequel nous vivions, le monde libre qu'on l'appelait, et puis le monde derrière le paravent, comme on disait à l'époque, qui proposait après la guerre, qui proposait une société tout à fait différente. Tout à fait différente, et que comme jeune, en plus, venait à l'appui de cette promesse, le fait que ce monde-là, le monde soviétique, avait battu l'hitlérisme à Stalingrad. Stalingrad, vous le savez sûrement, en tout cas les plus anciens le savent, c'était le début de la fin de Hitler. Hitler a perdu à Stalingrad 500 000 soldats. Et ça a cassé complètement son armée. Donc, en plus, les Soviétiques à l'époque étaient alliés avec les Occidentaux, les Américains, les Français, les Anglais, tout le monde. Donc, ce n'était pas quelque chose d'interdit. C'est après que c'est devenu interdit. Mais on était attirés par cela beaucoup, d'autant plus que l'Occident, où nous vivions, nous proposait quoi? Nous proposait les colonies, nous proposait la répression des grèves, enfin des choses pas très démocratiques, malgré la démocratie qui proclamait partout. Voilà. Donc on était attirés. Mais très vite, on s'est aperçu que ça ne marchait pas comme ça, que ce n'était pas tout à fait ça dans les pays de l'Est. C'était même le contraire, qu'on avait joué beaucoup avec nos sentiments les plus nobles qu'on pouvait faire. Donc ça, c'était une sorte de colère qu'on avait comme ça. On était quelques-uns à voir ça. Sans jamais avoir été au parti, on y avait passé beaucoup. Voilà. Alors quand London a sorti son livre, quand on a lu ce livre, je me suis dit, voilà, il y a un film à faire, précisément pour parler de cette époque, qui était une époque inacceptable, qui était encore, si vous voulez, il y avait encore beaucoup de gens qui croyaient. Ouais. Énormément de gens qui croyaient. Ce n'est pas pour ne pas faire croire aux gens, jamais, chacun fait ce qu'il veut, mais c'était une façon de dire, voilà, moi j'ai cru pendant un moment jusqu'à un certain point, mais je pense que je me suis trompé, et je vous raconte, à travers cette histoire-là, et le mieux possible que je peux, que je me suis trompé. Et naturellement, j'ai trouvé là des alliés comme Georges Saint-Prin, qui était un dirigeant du Parti communiste, qui l'avait quitté, Montand Signoret, qui avait été très proche aussi, sans avoir été dans le parti, qui ont dit immédiatement, si tu veux faire ça, nous, on est avec toi. Surtout Montand, d'ailleurs. Simon a hésité un tout petit peu. On a eu de longues discussions. Ouais. Non, parce que c'était c'était compliqué de faire ce film. C'est un choix, c'est un acte politique aussi, quand même, de faire ce film à ce moment-là. Ça l'était, mais vous savez, les actes politiques, moi, je peux tendre cette idée-là. Les actes politiques, c'est quoi? Quand on dit politique, c'est un mot grec qui parle de la ville, politique, polis, ville. Ouais. Ça veut dire que c'est le comportement dans la ville.
que nous avons chacun d'entre Ouais, nous. ouais. Donc, si vous voulez, oui, c'est des actes politiques, forcément. Nos actes, d'une manière générale, sont des actes politiques qu'on les veuille ou non. Bon, ça, c'est à un autre niveau, évidemment. Mais c'était forcément un acte politique. On le savait tous quand on a commencé à faire le film. Et c'est vrai aussi, il y a des moments, pas dans les tournages, surtout pas dans les procès, mon temps est venu me dire à un moment donné, tu te rends compte ce qu'on dit ici? Parce que le lire, c'est une chose, mais le dire devant les caméras, ça devenait tout à fait autre chose. Et c'est vrai que, évidemment, on a été jusqu'au bout. Le film a été attaqué, évidemment, pas tout le monde au Parti communiste, mais en général, il a été. Les acteurs ont refusé de faire le film parce qu'ils nous disaient, vous faites une mauvaise action. Vous portez, comme on disait à l'époque, de l'eau au moulin de l'adversaire. Voilà, il y avait ça. Mais le film est sorti, et puis ça fait un débat considérable. Et voilà. Et je pense que toujours qu'il fallait l'avoir fait. Ce qui est curieux, c'est que du coup, on refuse de le faire parce que c'est apporter de l'eau au moulin ou on va dire à l'anticommunisme. Et finalement, c'est un peu c'est la même rhétorique ou en tout cas la même mécanique que celle qui a amené les procès staliniens. C'est-à-dire qu'on acceptait finalement, parce que ce que dénonce l'aveu très clairement. C'est le temps, pardon. Moi, j'aime pas beaucoup les mots dénoncer. On me le dit souvent. Ah, pardon, oui, J'essaie toujours. Non, on me le dit souvent. J'essaie de. Parce que quand on est jeune, on dit on dénonce pas. Hein. Oui. Non, on fait des films. Je montre, oui, du doigt peut-être, mais je montre avec un film, c'est ça. Non, j'ai perdu votre question. Non, c'était juste sur le fait que des acteurs aient refusé des rôles, de participer au film avec cette idée que c'était amener de l'eau au moulin anticommuniste et que c'était la même mécanique que les procès, que celle qui avait amené au procès On me stalinien. dit tu vas avoir des pages dans le Figaro, dans Paris Match, etc. Voilà, c'est ça. Et puis et ça va être vendu dans tous les pays occidentaux des droites. Voilà, bon, c'est ça. C'était le risque. Mais si on suit cette logique-là, on ne dit plus rien. Hein. Ah, je suis entièrement, je suis entièrement d'accord. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un acte fort de passer de Z à l'aveu. C'est presque, enfin, j'imagine à l'époque, c'était comme un acte de trahison, comme un acte de trahison. C'était pris comme ça par beaucoup de gens, mais c'est vrai aussi qu'il y a des amis et proches et des collaborateurs communistes, collaborateurs de cinéma, qui m'ont dit tu as bien fait. D'abord, quelques temps après, pour vous dire le problème que ça a posé le film au Parti communiste, c'est que le film a été montré à la télévision à une émission qui s'appelait Des dossiers de l'écran. Ils avaient invité les London, Madame London et Arthur, et puis il y avait Canapa qui était un des dirigeants du Parti communiste. Le film est montré et après il y avait le débat. Et le débat commence et Canapa, qui est un dirigeant, il dit c'est nous qui devions avoir fait ces films. Vous voyez, il y avait cette différence-là. Bon, plus tard, ça a été nié de nouveau. Enfin, il y avait un vrai problème à l'intérieur du parti avec cette histoire du stalinisme. Est-ce que soyez pas intimidés hein Non, vous n'avez toujours pas de questions à poser? Ah si. Profitez-en. Bonsoir. Καλησπέρα κύριε Γαβρά. Je vais avoir du mal à répéter. Hein. J'ai posé la question en français, hein, parce que pour tout le monde ici. Hein. Ok. Oui. Oui. Alors ma question c'est la question de ma femme hein, qui profite les Pâques en Grèce maintenant. Est-ce qu'il y a un film que vous pourriez faire pour la Grèce d'aujourd'hui? Il y a quelque chose qui vous inspire? Est-ce qu'il y a un film que vous pourriez faire? Merci, ευχαριστώ πολύ. Écoutez, je n'ai pas beaucoup parlé des projets, mais celui-ci était dans la presse, alors je peux en parler. Je travaille sur un film, oui, sur un livre qui a été écrit par un certain Varoufakis, peut-être vous en avez entendu parler, qui parle de l'Europe et de la Grèce, et de ce qu'a fait l'Europe contre la Grèce pendant plusieurs années, 10 années en ce moment-là. Voilà. Alors c'est un sujet très difficile, mais je travaille, j'espère de pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. Je crois qu'il y avait une autre question. J'ai vu un autre doigt se lever.
Alors, ma question, c'était, vous avez tourné des films en Amérique, à Hollywood. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience? Qu'est-ce que c'était, en quoi c'était différent de tourner en France? Écoutez, après le succès de Z, qui était un succès quasiment mondial, et notamment en Amérique, on m'a demandé de faire des films en Amérique, ça ne m'a pas du tout intéressé, je continue à rester en France. Je fais l'AVE, État de siège, plusieurs films, et ils continuaient à m'envoyer des scénarios, mais ça ne m'intéressait pas, pour plusieurs raisons. Parce que les sujets ne me correspondaient pas, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Alors un jour, on m'a envoyé un scénario et puis un livre qui s'appelait L'assassinat des jeunes Américains au Chili. J'ai lu le scénario, je trouvais que c'est un scénario très à l'américaine, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai lu le livre et la partie finale du livre, les 70 pages, dernières 70 pages, m'avait beaucoup intéressé parce que c'était pendant le putsch de Pinochet au Chili et que c'est l'histoire d'un jeune Américain qui se balade dans l'Amérique latine, il passe d'un pays à l'autre, il voit toutes les horreurs, il décrit tout cela, il parle de la révolution, etc. Et il arrive au Chili et il décide de rester. Et au putsch, il disparaît. Et son père va le chercher. Son père ne l'aime pas du tout, parce qu'il pense qu'il veut être journaliste, il veut être cinéaste, n'importe quoi. Son père était un traditionnel américain qui vote Nixon, qui vote la droite américaine toujours. Et il va le chercher. C'est la partie qui m'a intéressé. Et là, son père découvre qui est son fils, qui est un fils sympathique et très bien, et il découvre son pays, ce qu'il fait au Chili, et change complètement d'idée. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé dans ce film. Et j'ai appelé le producteur qui me l'avait envoyé, je dis ça m'intéresse. Et il me dit, bon, venez, on va signer tout de suite. Je dis non, on ne signe pas. Je vous fais un premier travail d'une trentaine, soixantaine de pages, et si ça vous intéresse, on signe. Parce que je sais qu'en Amérique, on commence à signer un machin, on rentre dans un processus diabolique. Et ça peut durer, il y a des collègues qui ont été là-bas, ça a duré 1 an, 2 ans, à s'égard de faire un film en changeant le scénario, etc. Et finalement, ils ont fait un mauvais film, ils n'ont pas fait de film du tout. Et alors, je fais ce travail, ça les a intéressés, je signais. On a trouvé un directeur, un co-scénariste américain pour les dialogues et pour le reste. Et je fais le premier film américain, Missing, voilà, qui était un film qui a fait beaucoup de bruit en Amérique, et parce que c'est tout d'un coup, beaucoup d'Américains ont découvert ce que leur pays a fait au Chili. Alors, moi, le Chili m'intéressait énormément, parce que mon 4e film, État de siège, je l'avais fait au Chili. Je l'avais fait au Chili, l'histoire se passe en Amérique latine, et le seul pays où on pouvait le tourner, c'était le Chili, à l'époque d'Allende. Et j'ai eu l'occasion, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai eu l'occasion de rencontrer Allende plusieurs fois, et j'avais une impression formidable de cet homme, de son travail et tout ce qui était autour de lui. Et j'ai demandé de faire un film au Chili. Donc je connaissais très bien le Chili, et beaucoup de gens que j'avais rencontrés pendant le tournage, ils sont soit disparus, soit été en prison, soit tués. Il y en a même certains, pour ceux qui ont vu la fameuse photo devant le palais du président, présidentiel au Chili, il y en a beaucoup de gens qui sont accroupis par terre avec des soldats. Il y en a 2 ou 3 que je connaissais. Bon. Donc, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était parce que c'était presque un hommage à Allende, on parlait du Chili. Et aussi l'histoire du père et du fils, parce que je suis père et fils, et c'est vrai qu'on a toujours un problème avec ses fils, parce qu'ils ne veulent pas faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Voilà. Voilà. Donc, ces 2 thèmes étaient pour moi parfaits pour faire le film au Chili, et je fais le film, et je le fais dans des conditions tout à fait particulières, parce que j'ai dit aux Américains, je le fais, mais avec mon équipe française, et la post-production du film, que ce soit le montage, que ce soit le bruitage, tout ce qu'on fait, c'est à Paris. Bon, ils l'ont accepté, sinon je ne l'aurais pas fait. Et donc c'était un film américain, mais il y avait quand même une odeur. Enfin, il y avait beaucoup de Français. Je n'ai pas utilisé non plus les moyens qu'est l'Universal, qui est la grande compagnie qui m'a proposé de prendre des grues, de prendre des choses exceptionnelles. Bah, je n'ai rien pris de ça. Je fais les films un peu comme on le fait en France. Voilà, c'était ma condition. Alors, on m'a toujours dit que les acteurs américains, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont... Moi, j'ai eu l'habitude de connaître les acteurs comme assistant, comme je vous le disais, et puis pour avoir travaillé aussi avec les acteurs français. Et j'ai compris très, très vite, je l'avais compris d'ailleurs, j'avais observé pendant l'assistanat,
que le metteur en scène, s'il sait ce qu'il veut, face à un acteur, quelle que soit son importance et sa luminosité de star, accepte de suivre ce metteur en scène, que ce soit un débutant, que ce soit quelqu'un qui... Et donc là-bas, c'est cette relation que je crée très vite, que ce soit avec les producteurs, que ce soit avec les acteurs. Le seul problème que j'ai eu, c'est que quand on a fait une réunion pour parler des acteurs, ils avaient accepté déjà le scénario. Alors je dis, pour le rôle principal, Jack Lemmon. Il y a eu un silence de mort. Et à bout, il y a quelqu'un qui est responsable des productions à l'Universal. Il m'a dit, mais on fait un film comique? Je dis non, on fait un film que vous avez vu dans le scénario, mais Jack Lemmon, il peut le faire. Je vais expliquer les raisons. Mais il m'a dit, moi, je sais que Gene Hackman, il est prêt à faire, je raconte l'histoire dans le livre, Gene Hackman, il est prêt à faire le film. Je lui dis, mais Gene Hackman, il y a telle scène avec l'ambassadeur américain au Chili qui lui raconte des histoires, et Gene Hackman voudra lui casser la gueule, parce qu'il sait qu'il lui raconte des bobards. Il dit, mais il faut un acteur qui est une sorte de bon bourgeois, bien américain, et qui essaye de trouver d'autres solutions que casser la gueule de quelqu'un. Voilà. Alors, il y a eu une longue discussion, et ça a duré un moment. Un autre acteur était prêt à le faire aussi. J'ai insisté, et finalement, ils ont fini par accepter Jack Lemmon. Et après, évidemment, ils étaient très ravis parce qu'il était nommé pour les Oscars, il a eu le prix à Cannes, etc. Voilà. Ouais. Et que Jack aussi était un acteur absolument extraordinaire. Mais ils ne savaient pas que, vous le savez, mais vous ne pouvez pas le savoir, que Jack Lemmon avait fait des films comme Sauver le tigre. Ouais. Vous voyez ce film qui est très beau. Et même le film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'appartement. Il fait un personnage tragique pour moi. C'est un film comique, mais lui, c'est un personnage tragique complètement. Puis il prête son appartement pour des histoires bizarres. Voilà. Donc c'est ça l'Amérique. Pour vous la faire courte, c'est que je pense qu'il faut arriver là, en disant voilà, je veux ça, ça et ça, et être vraiment très dur pour accepter, parce qu'ils aiment bien la dureté. Ils aiment bien avoir en face de soi quelqu'un qui a à leur niveau, parce que leur niveau, c'est d'être très dur et très violent. Et dans le cinéma, à mon avis, probablement plus qu'ailleurs. Pour rester sur cette... Spacek, oui, qui est une actrice formidable, elle a accepté tout de suite, et tout le monde a accepté, parce qu'on aimait bien, c'était une grande actrice, et c'était un plaisir énorme de travailler avec eux, et puis tous les deux avec les autres acteurs américains aussi, d'ailleurs. Et pour rester sur cette veine par rapport à Hollywood, un autre film que vous faites plus tard, mais qui est peut-être plus hollywoodien, je sais pas, en tout cas qui en donne les caractéristiques, même si vous les tordez, c'est Mad City, pareil, avec deux stars, avec deux grosses stars. Donc là, c'est pareil, c'était aussi simple, ou il y avait plus de pression que sur Missing? Si, c'était deux stars, c'était encore une histoire particulière, c'était Travolta et Dustin Hoffman. Oui, non, mais c'était très simple. C'était très bien passé avec eux aussi. Hein. Ouais. C'était très bien passé. Mais enfin, l'histoire s'est inversée un peu parce que moi, je voulais Travolta pour le rôle du journaliste. Et on avait un jeune homme, je souhaitais un jeune homme pour le rôle du type. Gardien de musée. Voilà. Et c'est vrai qu'on a fait une lecture avec un jeune Travolta, un jeune acteur. Et à la fin, Travolta m'a dit, c'est ce que tu lui disais à l'autre acteur, moi j'aimerais bien faire son rôle. Ouais. Je dis, mais John, c'est un rôle que comme tu n'as jamais fait. Il me dit, tout à fait, c'est un peu un idiot un peu, parce qu'un garde de musée qui fait une bêtise énorme. Il me dit, mais c'est ça, je cherche un bon rôle un jour comme ça. Voilà. Alors il dit, bah, très bien. Il a accepté. Et après, il fallait donc trouver le journaliste. Et Hollywood, qui était une sorte de village, ça s'est appris tout de suite que Travolta voulait changer de rôle, etc. Ça s'est appris très, très vite. Et Dustin Hoffman m'appelle, je le connaissais très bien, il m'a toujours dit, il faut qu'on fasse un film ensemble et tout ça. Il m'a dit, dis donc, tu n'as plus de journaliste, je te le fais, moi, ton journaliste. Voilà. Je dis, viens, on va en parler. Il dit, mais non, on parlait, c'est des histoires. Dis-moi, tu veux que je les fasse ou pas? Comme ça, direct. Voilà. Non, c'était bien, ils se sont rencontrés, ils ne se connaissaient pas. On fait déjeuner ensemble, ils ont passé 4 heures à déjeuner, à se raconter des histoires, ils essayaient de séduire l'un l'autre. C'était vraiment un combat de coq extraordinaire à observer. Bon.
Mais en même temps, je pense que le film qu'on a fait dans des conditions exceptionnelles avec ces deux gros monstres, il a pâti un tout petit peu. Il y avait trop de stars dans le film. Il fallait quand même une star et il fallait quelqu'un un peu plus moins bien. Voilà, je crois. C'est mon sentiment après l'avoir vu et revu. Mais j'étais quand même ravi de travailler avec ces deux-là parce que c'était quand même s'il y avait des violons, ça serait des Stradivarius tous les deux. Mais ça, non, ça reste un très bon, ça reste un très bon film, hein, vraiment. Je trouve, oui, sur la question de l'audiovisuel, donc de l'information, des informations. Enfin, c'est un film des années 90 qu'on peut regarder aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas. C'est un film qui est toujours d'actualité. C'est l'histoire d'un journaliste qui trouve une petite affaire et qui réussit à en faire une sorte d'événement médiatique mondial pendant quelques jours. Et après, il laisse tomber. Voilà. Hein, c'est le gouffre chimère de Billy exactement. Wilder. C'est un peu dans la même veine. Est-ce que du coup, d'autres questions? Non. Je rebondis sur les acteurs. Enfin, il y a deux choses là, sur lesquelles j'aimerais rebondir que vous avez évoquées. La première chose, mais peut-être on pourra en parler après, c'est justement cette question du rapport père-fils qu'il y avait dans Missing, mais ça peut être aussi le rapport père-fille. Enfin, il y a cette question de la filiation, c'est quelque chose qui est très présent dans votre cinéma et dont on parle jamais. Parce souvent on parle du politique. Donc, est-ce qu'on pourrait en parler? Et peut-être, mais juste avant d'en parler, après je sais pas, ça peut être lié aussi. C'est aussi cet amour que vous avez pour les acteurs et puis ce feeling pour trouver les acteurs ou leur proposer des rôles différents de là où on les attend. Vous aimez bien ça quand même, parce que là on vient d'en parler, que ce soit avec Jack Lemmon ou avec Travolta, mais c'est aussi Galabru, c'est un tout petit rôle, mais Galabru dans Section spéciale qui est extraordinaire. Enfin c'est d'une puissance et où ça peut être Gad Elmaleh. Enfin, et ça vous aimez bien travailler avec les acteurs. Vous pensez aux acteurs en même temps que vous écrivez? Déjà? Oui, souvent, je pense aux acteurs. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est de proposer aux acteurs quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Parce que s'ils acceptent, s'ils ont l'ambition, l'envie, tout d'un coup devient une relation extraordinaire. Parce que vraiment, tous les deux, on essaye de construire le personnage. Eux, ils s'appuient beaucoup sur le metteur en scène. Et le metteur en scène aussi invente des choses pour que le personnage devienne. C'est une relation formidable et je l'ai vécu plusieurs fois avec plusieurs acteurs. Vous avez parlé des Galabru. Mon premier film, à Piccoli m'a dit: qu'est-ce que j'ai fait là? Je lui ai dit: tu fais un raté complet, qu'il n'a pas une réussite avec ses femmes. Roll, c'était un type. À l'époque, c'était un jeune premier, Piccoli. Et il a fait un personnage formidable. Bon, mon temps aussi. Et pour faire un policier. Donc, chaque fois que je fais cette expérience avec les acteurs, c'était vraiment un grand plaisir et c'était aussi très, très, très original et bon pour l'histoire même. Voilà. Et je continue jusqu'au bout et je pense que je ne me suis jamais trompé là-dessus. José Garcia, par exemple, qui est un grand comique de Canal+, quand j'ai dit: tu vas faire un type très sérieux, il m'a regardé comme ça et m'a dit: mais... J'ai dit: oui, Joe, si tu as envie de le faire. Il me dit: j'ai envie d'essayer. On l'a fait, il était très très bien. Et Montand, par exemple, dans État de siège, parce que le rôle qu'il joue là, c'est quand même le personnage dans État de siège. Oui. Montand. Et il l'a accepté parce que c'est un rôle qui est vraiment... Non, État de siège, on avait fait déjà 2 films, Z et l'aveu. Moi, je voulais faire un 3e film pour clore Enfin, là, c'est une longue histoire, ce film, parce qu'il s'agissait de l'histoire d'un ambassadeur américain qui était en Grèce pendant la guerre civile, qui s'appelait Purifoy, et qui a dirigé complètement le pays pendant les 3 ans de la Grèce, de la guerre civile. Et puis, ce même personnage, il a été au Guatemala, et il a créé une autre dictature épouvantable là-bas. Donc, je voulais faire un film sur ce personnage, cette espèce de conseiller américain, de représentant américain dans les petits pays comme la Grèce, Guatemala et quelques autres. Et après, il a été en Asie. Je crois qu'il a été à Kuala Lumpur. Et il y avait des résistants qui l'ont bousculé avec un camion. Ils l'ont fait passer par-dessus bord d'un pont.
Et il a été tué avec son fils. Donc ces personnages m'intéressaient. Et j'étais en Amérique latine, un peu du Guatemala, pas au Guatemala, parce qu'on m'a dit à l'époque qu'il ne faut pas y aller parce qu'on tue facilement, mais je me suis renseigné beaucoup sur ces personnages. Et j'ai découvert qu'il y avait un autre type de conseillers américains. Et un d'entre eux a été exécuté au Palais Tupamaros au Uruguay. Donc j'ai suivi cette trace, c'est ce nouveau type de conseiller de l'Empire, et j'ai trouvé que c'était une histoire formidable. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les producteurs. On a écrit son histoire, on a écrit cette histoire et pour faire ce film. Et le seul endroit où on pouvait faire ce film, c'était au Chili, comme je disais avant. Et Montand par rapport à ce personnage, Montand, parce que c'est un personnage... alors voilà, je dis à Montand, voilà, il y a un rôle qui est très négatif, qui est un Américain. Je ne voulais pas prendre un Américain, mais je me suis dit, en Montand, ça serait bien si, ensemble, on fait 3 films. Ils sont des trilogies sur les 3 mondes, c'est-à-dire notre monde, enfin, les Grecs, le monde libre, comme la Grèce, le monde de l'Ouest, et puis l'Amérique. Et il a accepté tout de suite. Il a accepté tout de suite, il a même fait un jeu, il m'a dit, je vais te faire un essai, viens voir. Et il s'est fait américain complètement. Il s'est fait maquiller, il s'est mis des cheveux comme ça, très à l'américain, en brosse et tout, et c'était impressionnant de les voir. Voilà. Ah oui, vraiment impressionnant. Ouais. Et il fait un personnage négatif complètement, et il a fait jusqu'au bout, et très bien. Oui, très, très bien. Et du coup, sur la question père-fils ou père-fille, enfin, c'est sur les relations, parce que voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans vos films. Comment C'est une relation que nous avons tous. J'ai des fils, j'ai des filles, une fille. Et c'est vrai que le père, pour ses enfants, c'est un héros, quel qu'il soit le père. C'est un héros. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce héros? Qui est la vie de ce héros? Donc, quand on travaillait avec Joe Esteras, le scénariste, pour le film qu'on a fait ensemble, qui s'appelle en français La main droite du diable, Betrayed en anglais, on discutait, il me parlait de sa vie à Chicago et tous ces réfugiés politiques qui sont venus de l'Europe en disant les communistes nous ont envoyés. Or, c'était beaucoup d'entre eux, il y en avait à peu près dans un livre que j'ai lu américain, d'un officiel, il y a à peu près quelques 10 000 assassins qui ont participé dans les camps, etc., qui sont réfugiés à l'Amérique. Et ils ont été reçus comme héros parce qu'ils sont présentés comme des victimes du communisme. Ils ont été utilisés beaucoup. Voilà. Alors peu à peu, les gens ont commencé à comprendre qui ils étaient. D'ailleurs, il y a eu ensuite des procès contre eux parce qu'on a découvert que c'était vraiment des criminels. Et c'est l'histoire d'un d'entre eux. Voilà. Il m'a raconté cette histoire souvent. Je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi tu ne fais pas un scénario et on en parle après. Et puis quand on a fini les montages de Un main droite du diable et qu'il est venu à Paris avec les producteurs pour voir le film, pour me dire ce qu'il en pensait, j'étais content, etc. Et puis à la fin, pendant le dîner, il m'a dit, tiens, j'ai écrit le scénario que tu voulais que j'écrive. Je le lis. Et c'était cette histoire-là. C'était l'histoire formidable d'une fille qui est avocate et qui découvre, on accuse son père d'être criminel de guerre et décide de le défendre, ce qui ne se fait pas d'habitude. C'est même presque interdit d'une certaine manière de défendre ses propres parents. Mais elle le fait quand même, et peu à peu, elle découvre qui est son père. Et son père a une relation très forte avec son fils à elle. Et enfin, je ne veux pas raconter la fin, peut-être vous avez envie un jour de voir le film. Voilà, c'est cette histoire qu'il écrit, et j'ai trouvé l'histoire formidable. On a travaillé beaucoup pour le scénario, pour le faire un tout petit peu comme je les voyais moi aussi, mais enfin, ça s'était bien passé. Et puis on l'a fait avec Jessica Lange. J'avais trouvé un acteur allemand qui s'appelait Armin Mühlestahl, grand acteur allemand du théâtre, qui a fait le père. Donc, c'est cette relation-là qui m'intéressait beaucoup. En plus, le fait que ça se passait avec des criminels de guerre, c'était encore mieux. Ouais. Alors, l'histoire encore meilleure, c'est que des années plus tard, Joe Esteras, le scénariste, m'a envoyé son livre. Il a écrit un livre, un peu comme moi, dans lequel il racontait que le criminel de guerre dont on parlait dans le film, c'était son père. Et que lui, il a découvert beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'il a fait le film, et que le film, à mon avis, c'est une grande puissance. Puissant parce qu'il parlait d'une histoire. C'était une histoire vraie, en fait, d'une certaine manière. Voilà, parce que lui, il croyait. Lui, il était journaliste, un peu de Esteras, et qu'il avait beaucoup défendu pendant les accusations, parce que l'accusation contre son père a duré un moment.
Il avait beaucoup défendu. Et puis un jour, il a eu les éléments comme quoi son père était... Voilà. Du coup, il y a aussi donc la question dans Missing du père qui va découvrir lui son fils. C'est enfin l'inverse, c'est le parcours inverse, presque j'ai envie de dire, qui va découvrir son fils. Mais il y a aussi un autre film qui est un peu un film à part et qui est un film parce que c'est peut-être davantage une comédie. Enfin, oui, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est une comédie où il y a aussi la question d'un rapport père-fils et c'est conseil de famille. Qui est aussi où là c'est une autre, je ne veux pas en raconter plus, mais il y a aussi cette question du rapport pareil, mon père ce héros et en même temps question de trahison c'est présent. Là c'est le thème qui m'intéressait essentiellement, c'est le fait que dans notre société on a tendance à vouloir avoir une grande quantité de biens plutôt qu'une qualité de vie, voilà. Ouais. Alors c'était le thème principal du film où le parent qui est Johnny Hallyday, Fanny Ardant, oui. Et ils sont des voleurs, des petits voleurs comme ça. Ils font des petits vols comme ça. Et ils font gagner leur vie suchement jusqu'au jour où le père devient un voleur important, international. Il va en Amérique, il revient en disant « j'ai des contrats avec les mafias, on va être très riches ». Et les fils qui ont suivi complètement les voies du père, le fils surtout et la fille, ils résistent. Ils ne veulent pas. Ils s'en fichent. En plus, ils ont fait des petites relations, d'histoire d'amour, etc. Ils ont vu d'autres personnes, d'autres enfants, comment ils vivent. Ils résistent et ils finissent par pas dénoncer le père. Question au fond là-bas. Oui, bonsoir. Je voulais qu'on parle un peu du film Amen. Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et de savoir d'abord ce qui vous a poussé, vous, à faire un film sur savoir si le Vatican était au courant de ce qui se passait dans les camps et ce qui vous a poussé à faire ce film et quelle est votre opinion finale là-dessus. Voilà. Sur le film. C'est bon ? Non, moi, ce qui m'intéressait à ce film, c'est quand même la résistance. Je pense qu'il y a deux thèmes qui me préoccupent tout le temps beaucoup. C'est ces relations que nous avons, nous, citoyens, avec les pouvoirs, que le pouvoir avec nous. Et puis aussi la résistance. Comment on résiste ? Je pense que la résistance est une chose essentielle pour l'homme. Sinon, il devient très vite esclave, ou sinon animal complètement. Voilà, la résistance est essentielle. Pas la résistance seulement contre les Allemands, comme on l'a eu un peu partout en France et ailleurs, mais aussi la résistance quotidienne, aux petites choses aussi. Il faut résister. Voilà. Alors, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est qu'il y a deux personnages. Amen, c'est une pièce. En deux mots, c'est une pièce qui a été jouée en 1900, je crois, 63 à Paris. Il s'appelait Le Vicaire. C'était une pièce de théâtre où jouait Piccoli d'ailleurs et d'autres acteurs. C'est un jeune prêtre, il a une relation avec le pape et il lui dit toutes les choses négatives qu'a fait l'Église depuis des siècles. Et cette relation-là, très puissante, alors il y a eu des manifestations contre, il y a eu vraiment devant le théâtre des manifestants tous les jours. Et puis il y a aussi des extrêmes droites qui est monté sur scène et à un moment donné le pape qui est habillé en blanc, l'acteur, il a pris des baffes et il a couvert de sang, etc. Enfin, ça a duré un moment. Et De Gaulle, qui était président à l'époque, a refusé que cette pièce soit interdite. Et la pièce a été jouée jusqu'au bout. Voilà. Alors, moi, je n'étais pas metteur en scène à quoi, mais ça nous avait tous intéressés, cette histoire-là du pape qui est resté silencieux devant la tragédie épouvantable des Juifs. Et bon, 2 années plus tard, Claude Berry, qui est un grand producteur, metteur en scène et ami, me disait souvent « faisons un film, faisons un film ». J'ai dit un jour « faisons La mort est mon métier ». La mort est mon métier, c'était à l'époque de la montée du lepénisme. Et La mort est mon métier, c'est l'histoire d'un jeune Allemand après la guerre de 14-18,
très bon soldat, très fort, très bien, qui entre dans un mouvement comme ça parce qu'il n'a pas de travail, il meurt de faim, et le mouvement lui donne du travail, il lui l'habille, etc., il lui donne tout ce qu'il veut, et ce mouvement grossit, il devient le mouvement nazi. Et après, cet homme-là, qui est tellement bien et formidable, il finit directeur d'un camp de concentration. Le livre de Robert Merle est basé sur, il faut le lire, c'est un livre magnifique, est basé sur la vraie histoire du directeur de Auschwitz, à qui ses avocats, on lui a dit, tu n'as pas de chance de s'en sortir, fais un livre pour dire ce que tu as fait, peut-être, les juges vous auront une bonne opinion sur toi. Il a fait, mais il a été quand même exécuté, c'était bien fait. Et bon, Merle a fait, il a fait un il a romancé complètement. Donc je pensais à ça, je dis à Claude Berry, faisons ça. Il m'a dit, c'est pas possible. C'est un beau personnage qui finit tellement mal, personne n'ira voir le film. Et il m'a dit, tu te souviens de Vicaire? Je dis, très bien, c'est une bonne histoire, etc. Il m'a dit, je dis, mais les droits ne sont pas libres, de toute façon, on ne peut pas le faire. Mais d'ici, les droits viennent d'être libérés, je viens de l'apprendre. Lis-le encore si tu veux le faire. Alors, je l'aurais lu, je dis, mais il faut tout changer à fond, parce que c'était une pièce théâtrale, tout s'est passé, c'était 2-3 scènes sur le théâtre. Et alors, ce qui m'avait intéressé, c'est les deux personnages principaux qui, au risque de leur vie, officiellement, un prêtre, au risque de leur vie, à partir du moment où ils apprennent ce qui se passe dans les camps de concentration, ils commencent à le dire partout, ils disent, pour arrêter ça. Le personnage de l'officier, c'est un vrai personnage allemand. Le personnage du prêtre, c'est la combinaison de plusieurs personnages. Voilà, c'était ça le film, et c'est essentiellement, c'était des résistants, qui ont d'ailleurs le payé très cher à la fin, et l'un à l'autre. Et l'autre chose intéressante dans cette histoire, si on peut dire, c'était le fait que le pape Pie XII, qui était la morale, enfin le chef spirituel de millions de gens à l'époque, des catholiques, il savait tout ça parfaitement. Il avait toutes les informations sur le camp et il n'a jamais parlé. Il n'a rien dit contre. Voilà. C'est cette histoire, cette double histoire des deux petits qui résistent et du grand qui ne résiste pas m'avait beaucoup intéressé. Et c'est comme ça qu'on a fait le film, en changeant radicalement d'ailleurs la pièce, mais en gardant naturellement le sens de la pièce. Voilà. Une autre question. Du coup, vous en avez déjà peut-être un peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais savoir votre rapport au spectateur, comment vous vous adaptez à lui et comment il s'adapte à vous. Et voilà. Votre rapport au spectateur, comment vous vous adaptez à lui et Adapter qui? comment vous vous adaptez au spectateur et comment le spectateur s'adapte à vous. Ah, le spectateur, moi, il ne m'intéresse pas. Hein. Vous m'intéressez ce soir parce que vous êtes là. C'est mieux que la salle soit pleine. Mais quand on fait un film, on ne peut pas penser au spectateur. Parce que finalement, qui sont les spectateurs? Chacun est différent. On ne peut pas penser aux centaines, aux milliers, parfois aux millions de gens qui vont voir le film. Donc il faut rester loin de cela. Faire le film comme on le ressent. Et peut-être les spectateurs vont réagir positivement ou pas. Et c'est vrai qu'on fait des films qui marchent et des films qui ne marchent pas. Il y a de secrets pour faire des bons films, disait Cocteau, mais nous ne les connaissons pas. Il avait raison. Voilà. Eh bien, il ne faut pas. Je n'ai jamais pensé aux spectateurs. Je répète, le film comme je les sens, moi, comme j'aimerais les voir. Voilà. Vous avez évoqué de nombre de vos films donc, qui ont été très souvent diffusés courageusement à la télévision française, et je voulais évoquer l'un d'eux qui, curieusement, n'est passé, je crois, dans les années 80 qu'une seule fois à la télé, à 22h30, et je voulais savoir enfin si vous en saviez plus par rapport à ce film-là, qui est de toute évidence problématique, qui a dû l'être, qui est Section spéciale. Pourquoi ce film a été pendant longtemps quasi invisible ou très difficile d'y avoir accès. Le film Z? Non, Section spéciale. Ah, Section spéciale. Ah, Section spéciale, oui. C'est vrai que le film... Oui, une diffusion dans les années 80, 86-87, à 22h30, puis voilà. Vous savez, le film, avec le temps, c'est précis. Ils perdent un tout petit peu le couleur, etc. Il faut les restaurer. Mais ce n'était pas ça la raison. Section spéciale, attendez, j'y viens. Section spéciale, les films, comment vous le voyez après? Bon, ils passent dans les salles ou ils passent dans les cinémathèques, mais dans les grandes salles, ils ne passent plus, les films anciens.
parce qu'ils n'ont pas de potentiel commercial, comme ils disent, les distributeurs et les propriétaires des salles. Ils passent au cinémathèque. Mais là où ils peuvent être vus, à la télévision. Mais la télévision ne voulait pas montrer ça. Voilà. La télévision, pendant des années, refusait catégoriquement de montrer section spéciale. Section spéciale, en 2 mots, pour ceux qui vous ne connaissez pas, c'est les comportements de certains juges pendant l'occupation, où le gouvernement Pétain a fait une loi extraordinaire qui a condamné à mort des gens qui avaient collé une affiche, etc. Une loi, et en plus, une loi qui condamnait des gens qui ont fait des délits avant que la loi n'existe. Qui avait déjà été condamné. Voilà. Hein, qui avait déjà été condamné pour d'autres délits, qui étaient des délits mineurs. Donc c'était la pire des lois qu'on puisse faire. Voilà. Et des juges, sont trouvés des juges qui ont condamné certaines personnes. Voilà. Et il y avait des juges aussi formidables. Vous avez parlé des Galabru tout à l'heure. Galabru fait un juge de droite, très solide, qui refuse. Il dit, vous me demandez ça à moi. Alors, voilà, il y a des personnages comme ça. C'est ça qui m'avait profondément ému quand j'ai lu parce que c'était basé sur une sorte de livre historique même. Et c'était la résistance. La résistance, de toutes ces manières. D'ailleurs, quelques juges de ce tribunal qui ont refusé, après avoir condamné à mort 2 personnes, il y en avait assez, ils ne pouvaient plus. Et ils n'ont pas eu de promotion après la guerre, rien du tout. Ils sont restés au placard. Voilà. Mais c'est la résistance, c'est l'idée de la résistance qui m'avait vraiment ému dans cette histoire l'histoire des justices d'une certaine manière. Voilà. C'est peut-être pour, je sais pas, essayer de te répondre. C'est peut-être parce que c'est un film qui traite aussi d'un passé très peu glorieux de la France. Je voyais que mon film ne passe pas. Quand vous voyez que ce film-là que vous avez réalisé ne passe pas, n'est pas passé pendant 10 ou 15 ans, vous vous dites quoi? Est-ce que vous essayez d'avoir des réponses à cette question? Selon vous, qui décide de l'interdiction, disons, du fait que ce film n'est pas diffusé, n'est pas montré, n'est peut-être même pas édité en VHS, je ne sais pas. Donc, vous cherchez à en savoir plus ou... Non, mais je savais plus. Je demandais ici et là, je rencontre des gens de la télévision, vous savez, on a une relation directe, ils passaient mes autres films, ils disaient mes sections spéciales, ils disaient oui, on va les passer, vous savez, etc. Ils ne les passaient pas. Et puis nous sommes dans un pays de liberté. Oui. C'est la liberté des choix. Donc on ne peut rien dire. C'est pour ça qu'on arrive à une autre forme de censure, mais enfin ça c'est un autre sujet dont on peut parler. Mais selon vous, ça venait d'où? Selon vous, ça venait d'où Ça venait d'où? Oui. Je ne sais pas. Alors là, je ne veux pas extrapoler là-dessus, je ne veux rien dire. Le fait, c'est qu'il ne le passait pas. Et que, voilà. Et c'est Jacques Perrin aussi, qui appartient toujours les droits, il le faisait aussi, parce que Jacques allait carrément, il travaillait beaucoup à la télévision, il ne le passait pas. Ouais. Ou alors, parfois, quand ils font ça, ils le passent à 2h du matin. Je dis, on l'a passé. Voilà. Est-ce que je vois que l'heure tourne là, donc on va bientôt arriver à la question. Fin. Ah bon, alors s'il y a des questions, j'ai ces questions. Je suis Michel, la femme de Costa. Oui, c'est Michel. Je voulais dire peut-être un peu plus par rapport à l'Amérique, parce qu'il y avait une question là-dessus. C'est-à-dire que nous ne voulions pas éduquer nos enfants aux États-Unis. Donc on ne voulait pas émigrer. Costa disait toujours, j'ai émigré une fois, je ne peux pas émigrer 2. Et tous les films américains que Costa a fait, son équipe, c'est-à-dire que les collaborateurs près de Costa étaient français, c'est-à-dire la photo, le son, et le reste, évidemment, le cirque était américain. Et comme Costa l'a précisé tout à l'heure, toute la post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage, la musique, tout était fait à Paris. C'est-à-dire que c'est comme quand il a tourné Amen à Bucarest, simplement il a tourné Missing au Mexique, il a tourné les autres films en Amérique, mais c'était comme s'il faisait un film français en anglais aux États-Unis. C'est une sorte de rapport de force avec les Américains, un rapport de force non dit. Pour les films, pour Section spéciale par exemple, le film a été restauré et il existe maintenant dans les DVD, dans le coffret DVD qu'a édité Arte. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de censure.
Mais il y a un autre film aussi dont on n'a pas parlé, c'est Anaka. Ouais. Anaka, qui parle du problème palestinien, qui a été fait en 83. Premier film parlant du problème de la maison, du problème originel palestinien, et qui est un film important et que j'aimerais que vous voyiez quand il va passer, puisqu'il y a une rétrospective. Parce qu'aujourd'hui, il y a Gaza, et je pense que c'est bien de revoir Anaka. Merci. Merci Michel. C'était important. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre question? Je croyais. Non, je crois qu'on a tout dit. Moi, j'en ai peut-être deux. J'ai deux petites questions éventuellement, mais peut-être sur lesquelles vous pourrez répondre facilement. La première, c'est parce que vous avez parlé de Toulouse, que vous avez eu tourné, mais comme assistant, que l'Espagne n'est pas très loin, et vous avez parlé d'un projet avec Georges Semprin autour de Malraux et autour de ah bah c'est parce que c'est vous qui en avez parlé, je savais pas. Non oui, et du coup c'est. Il a lu le livre. Hein. Ah oui, je l'ai lu. Ouais. Et c'est aussi la question de la guerre d'Espagne. Et la guerre d'Espagne, voilà, c'est quelque chose qui me touche personnellement énormément, même si j'ai pas d'origine espagnole. Mais et en plus, ici c'est, je veux dire, la République espagnole, c'est quelque chose d'assez important. Et je me dis peut-être que sur cette question de la guerre d'Espagne, de cette tragédie qui s'est passée en Espagne, je me dis peut-être, vous êtes un des cinéastes peut-être les plus à même de faire quelque chose sur ce sujet-là. Est-ce que après la Grèce, vous reviendriez éventuellement, alors sachant que là on serait sur quelque chose qui est de l'ordre de la reconstitution historique, chose que vous ne faites pas vraiment, même si vous avez fait quelques films qui sont des reconstitutions. En général, vous êtes plutôt dans le présent. Mais voilà, c'est juste une question personnelle comme ça par rapport à l'Espagne. Non, on avait un projet avec Jorge Semprún, Georges Semprin, qui, depuis toujours, on a voulu faire un film sur l'Espagne. Et puis, ça ne s'est pas trouvé, puis on ne trouvait pas les sujets justes. Et puis, à un moment donné, quand il était ministre de la Culture en Espagne, il m'a proposé de faire un film sur ces sujets des gens qui faisaient du terrorisme, etc. Je lui ai dit non, si tu ne l'écris pas, je ne veux pas participer. Puis finalement, des années après, on a décidé de faire un film sur la guerre d'Espagne, mais sous certaines conditions. Voilà. Comme on a fait 4 films ensemble, comme scénaristes, basés sur des vraies histoires, le problème, ça nous est toujours posé dans une vraie histoire qui dure pas dans des mois, parfois pas dans des années. Nous, on fait un film qui dure 2 heures. Donc on fait des choix. Et ces choix-là, je disais tout à l'heure, on essaye de faire des choix éthiques et d'être cohérent avec les personnages, avec les situations. Mais enfin, on fait des choix. Et alors, on va faire un film en Espagne. Je dis, on peut faire un film en Espagne et prendre Malraux comme exemple en disant, discuter, reprendre le problème de Malraux, pourquoi il a choisi certaines scènes dans L'Espoir, qu'il a fait en Espagne comme metteur en scène, et pourquoi ces scènes-là et pas d'autres. Donc cette relation-là, on peut la discuter, pas dans le film, et montrer aussi la guerre d'Espagne parallèlement. C'est-à-dire, on fait un film, et peut-être même on fait une sorte de biographie, micro-biographie de Malraux qui nous permet de faire ça avec toute cette trajectoire, parce qu'il était très proche aussi des grands mouvements contre le Franco. Et puis après, il change un tout petit peu quand il est en France. Il rompt complètement avec le Parti communiste, etc., parce qu'il voit les choses qu'il a vues en Espagne. Donc, c'est qui correspond aussi à ce qu'était Georges un tout petit peu. Donc, on a commencé à discuter sur ce sujet-là beaucoup. Et puis, il m'a dit, bon, je vais finir un livre qu'il était en train d'écrire. Et après, après le livre, il a fallu qu'il fasse une opération de son dos, parce qu'il avait des problèmes de dos. Et aller à l'hôpital, ils ont découvert qu'il avait un début de tumeur au cerveau. Et c'est vrai que cette tumeur l'a emporté vraiment en un mois, complètement. Et malheureusement, on n'a pas fait ce film. Et ce film ne se fera jamais parce que sans Georges, je ne vais pas avec qui je pourrais faire ce film. Et revenir autrement sur
sur cette tragédie espagnole? Non, jamais vous reviendrez. Il y a des Espagnols qui ont fait des très beaux films là-dessus, hein, oui, et qui continuent à le faire. Je pense, moi, je ne vais pas aller faire un film sur la guerre d'Espagne. Bon, ça serait un tout petit peu... Je ne les sentirais pas vraiment. Mais les films dont j'ai parlé là, je les sentais profondément parce qu'ils étaient liés aussi avec Georges, avec moi et avec nos relations comme ça, avec ce type de films. Et bon, mais du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais poser la dernière. C'était, c'est par rapport, c'est la Cinémathèque, parce que vous êtes aussi président de la Cinémathèque française, et donc, comment se porte la Cinémathèque française, et comment vous imaginez l'avenir des cinémathèques? Voilà, est-ce que vous les cinémathèques, vous avez une belle cinémathèque ici, hein. Borde a fait un travail formidable, il a créé cette cinémathèque, il a donné une vraie vie. Les cinémathèques ont joué un rôle très important ici, à l'époque de sa création, et Langlois à Paris, Langlois l'a fait à 1936. Le but, c'était de sauver les films du cinéma qu'on appelait muet, même si ce n'était pas muet, mais on l'avait appelé muet parce que le cinéma parlant des pays anglo-saxons a fait une telle publicité contre cette période du cinéma qu'on a commencé à les jeter, on a commencé à les brûler, à récupérer les celluloïdes pour faire des peignes, pour faire je ne sais pas quoi. Et Langlois, avec quelques autres, ils ont commencé à les ramasser, ces films, à les acheter quand ils pouvaient, ou alors à les chercher dans les poubelles des laboratoires qui les jetaient. Voilà. Et ils ont créé la cinémathèque, comme cela. Donc, ils ont un rôle très important. Et le but à l'époque, et jusqu'à pas longtemps d'ailleurs, c'était de montrer les films. Langlois, quand je commençais à aller à la cinémathèque, comme étudiant, il montrait des films russes avec des sous-titres finlandais, des films japonais sans sous-titres. Il fallait qu'on invente. Il montrait tout ce qu'il avait. Son but, c'était de démontrer. Même quand il avait 3 bobines d'un film, eh bien, il montrait les 3 bobines, en disant, bon, vous allez imaginer le reste. Voilà. Et c'était formidable. J'en ai appris beaucoup de choses. Il fallait imaginer vraiment. Eh bien, les cinémathèques ont joué ça. Mais plus on avance dans notre civilisation, plus les films, ils sont partout. D'abord à la télévision, depuis plusieurs années, et puis après, actuellement, il y avait les DVD, avant d'avoir les VHS. Donc les films, ils sont partout. Et le rôle de la cinémathèque change. D'une certaine manière, pas complètement, parce qu'il y a des films qui ne passent nulle part, donc les cinémathèques sont là pour les montrer. Et il faut une chose aussi, c'est, comme on fait à Paris, comme on fait ici aussi, de faire ce qu'on appelle des rétrospectives. C'est-à-dire montrer l'œuvre entière d'un metteur en scène. Ceux qui peuvent s'intéresser à lui, ils peuvent voir tous les films s'ils ont envie. Nous, on a à ce moment-là 4 rétrospectives différentes, celle de Fassbinder, de Louis Malle, de tous 4. Eh bien... Oui, Jean-Paul Siverac. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'était le rôle qu'on attribue maintenant à la cinémathèque. En plus, on fait des expositions. Et on fait de plus en plus des discussions avec les publics, avec les jeunes publics. Et vous le faites aussi. Et j'ai appris avec grand joie tout à l'heure que vous faites aussi des projections aux jeunes enfants. Parce que moi, je pense qu'il faut éduquer les publics, les jeunes publics, à comprendre les images. Parce qu'on a des images partout dans notre société, dans la rue, à la télévision, dans le téléphone, partout des images. Il faut qu'on apprenne aux jeunes, aux très jeunes, à choisir. Qu'est-ce qu'on veut nous vendre avec ces images? S'ils commencent à réfléchir, à leur faire réfléchir sur ce problème-là et qu'ils trouvent une solution eux-mêmes. Voilà. J'ai eu même l'occasion, avec quelques collègues, d'en parler au ministère, même à un moment donné au président, à un meeting, à une réunion. Et je pense qu'ils promettent de le faire un jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous montrez les films, j'ai vu la liste de films que vous avez ici pour les jeunes, mais c'est, à mon avis, beaucoup trop de films et qu'il n'y a pas vraiment un choix. Il faut un choix vraiment, je dirais, vraiment scientifique pour que les enfants voient un certain type de film quand ils sont en 6e, un autre type de film quand ils sont en 5e, ainsi de suite, jusqu'à la fin, de manière à comprendre un tout petit peu ce que les films ou les choses de télévision, n'est-ce pas, même des séries, pour comprendre c'est que cette chose extraordinaire qui est le cinéma. Le cinéma, je vous le rappelle, première projection par les Frères Lumière à Paris, une quinzaine de spectateurs. Deuxième projection, 300, et depuis, des milliards. Donc c'est quelque chose qui est ancré profondément dans notre société, pas seulement dans les salles comme celle-là, où c'est la meilleure façon de voir les films, à mon avis, mais aussi à la télévision, partout. Les images sont partout.
Georges Saint-Proul me disait un jour, il y a tellement d'images qu'un jour, il n'y aura plus du tout des lettres, on apprendra tout par les images, il n'y aura plus de littérature, il n'y aura plus rien du tout. Je sais que ça n'arrivera pas, mais bon. Donc, c'est le rôle des cinémathèques, je pense aujourd'hui, de pousser la société dans ce sens-là, de leur apprendre. Il faut que les enfants voient les films et que vous voyez les films aussi pour le plaisir et pour le redécouvrir ou pour le découvrir simplement, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne sont plus montrés, ils ne sont même pas en DVD d'ailleurs. Il y a des films anciens, des films, je ne sais pas moi, les films japonais de la grande époque, je ne sais pas si on les trouve aujourd'hui dans le marché. Bon, on trouve beaucoup de choses, mais on a toujours dans les cinémathèques, que ce soit chez vous, que ce soit chez nous, on a toujours des choses qu'on ne verra nulle part ailleurs. C'est ça notre richesse. Puis restaurer les films. Il y a l'autre grand problème qui se présente, restaurer les films, avoir des bibliothèques. Vous en avez une belle bibliothèque ici. Recevoir aussi des gens à la bibliothèque. C'est un lieu de départ vers l'amour du cinéma, à mon avis. Je pense que c'est très beau pour terminer. Merci beaucoup, Costa. Merci.